On est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, jeudi 1er juillet 2021. Au programme du jour, on va avoir un petit retour sur l'histoire de Western Digital et du NAS MyBook Live avec des premières actions entreprises de la part de Western Digital, mais encore une fois, une sale histoire, hein. Clairement, une sale histoire. Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent et ça risque de ne pas être suffisant pour tout le monde, hein, forcément, donc un peu triste. Mais au moins, ils agissent et c'est déjà le minimum. On parlera ensuite rapidement de DDR5 avec Zadak qui nous présente ses premiers kits qui vont chercher des performances un peu plus accrues que ce qu'on a vu débarquer pour l'instant en termes de DDR5. On a vu des kits très classiques de en général 8, 16 ou 32 Go par barrette. Là, on n'échappera pas à la règle. Mais par contre, en termes de fréquence, on va aller un peu plus loin que les 4800 MHz de base proposés par la DDR5. Donc plutôt intéressant, même si on n'a bien sûr pas de prix et pas encore de matériel compatible. On voit que au niveau de la DDR5, ils sont au point, ils sont prêts et ils attendent, les fabricants de RAM n'attendent que ça, que ça soit disponible pour tout le monde et qu'on puisse et qu'on veuille en acheter. On parlera ensuite de stockage très performant avec une carte PCI Express, euh, un peu format carte graphique pour abriter plein de stockage, plein de SSD. C'est Aorus qui nous présente ça avec des caractéristiques incroyables. En termes de prix, on ne l'a pas, mais ça fait plutôt peur. Ça fait même vraiment très peur en termes de prix à voir ensuite, hein, mais je vous donnerai un ordre de comparaison et vous verrez que ça fait rapidement peur. Yo Kid Cash, très heureux de te voir dans le chat. On aura ensuite une petite partie écran avec MSI qui nous annonce des écrans vraiment stéréotypes de cette année, les fameux écrans 1440p 165 Hz, ici disponibles en deux formats. Alors ils sont très bien, mais effectivement c'est quand même ce qu'on a le plus eu cette année, c'est ces écrans qui font assez peu de compromis et qui sont destinés à pas mal de monde. Ensuite on parlera d'un écran peut-être du futur, un écran Acer, écran qui pourrait aller jusqu'à 390 Hz en taux de rafraîchissement. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Il faut avoir le matériel pour fournir autant d'images, mais c'est des choses qui se voient maintenant. On commence déjà à avoir pas mal d'écrans en 360. Qu'on aille chercher du 360 overclocké, c'est pas si étonnant que ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Ça, j'en sais rien. En tout cas, ça, c'est des rumeurs insistantes du côté de chez Acer. On fera du coup le petit point solde avec aujourd'hui encore des prix intéressants sur d'abord du SSD et ensuite plutôt des PC portables. C'est quand même les produits les plus visés, hein, par les soldes. Effectivement, les cartes graphiques, c'est mort, hein, pas de solde sur les cartes graphiques. Les processeurs, il y a quelques soldes. Hier, on en a traité quelques-unes de soldes ou bon prix actuel. Donc voilà, mais principalement les PC portables. Principalement les PC portables sont les cibles des soldes. Et ensuite le stockage aussi un petit peu, ce qui est agréable quand on a besoin de s'acheter des petits SSD ou des petits disques durs pour pas très cher. On finira comme d'habitude avec les cartes graphiques. D'abord petit point tech carte graphique avec FSR et DLSS au programme et les stocks et les prix pour la fin. Pas de grands changements, encore très peu de cartes à des prix accessibles malheureusement, mais pas mal de références haut de gamme et très haut de gamme, comme on a pu le constater ces derniers jours. On commence du coup tout de suite avec cette histoire du NAS MyBook Live, NAS de Western Digital qui a eu des problèmes, hein, des vrais gros problèmes, vu que certains utilisateurs de ce produit ont vu leur appareil se faire réinitialiser, donc ils ont perdu toutes leurs données, sachant qu'un NAS c'est un disque dur en réseau, donc c'est quand même fait pour stocker des données. Perdre ces données, c'est toujours très compliqué.
on a eu très vite un communiqué de Western Digital appelant ses utilisateurs possesseurs d'un MyBook Live à le déconnecter d'Internet pour être sûr de ne pas avoir ce genre de problème, ce qui est quand même assez embêtant pour un NAS d'être obligé de le déconnecter d'Internet. Du coup, depuis, pas grandes avancées, à part que certains ont quand même perdu leurs données, et ça c'est problématique. Clairement, le cauchemar, le cauche infini. Vraiment, quand on a traité la news la première fois, j'étais abattu pour ces gens. C'est vraiment horrible parce que c'est clairement un outil, un appareil qui offre cette solution de stockage de données en réseau de façon sécurisée et tout de même en dur, pas comme peut l'être un service de cloud. Donc vous avez quand même les disques en physique chez vous. Mais là, visiblement, il y a eu des failles. Il y a eu des failles, visiblement, une faille 0D. Les fameuses, c'est les failles 0D qui apparaissent le jour où quelqu'un décide de les utiliser, clairement. Faille introduite en 2011, voilà, il y a 10 ans. En vrai, ça rassure pas du tout qu'on nous informe de ça, sachant que les dernières versions d'OS, enfin de système pour ces NAS ont été envoyées en 2015. Nous dire que la faille date de 2011, ça nous rassure pas. Donc ils ont toujours pas vraiment donné ni d'informations sur ce qui s'était réellement passé. Ils laissent planer le doute du piratage, mais en vrai ça peut être aussi des bugs. Ça peut être lié à plein de trucs, comme toujours. Le soft, ça dépend de comment ça a été codé et de quelle façon ça a été sécurisé. Et bien sûr, on n'a pas du tout accès à ce genre de code, comme tu peux le mentionner, qui te cache. Donc, d'ailleurs, c'est un peu la bouillie magique. Ils en font bien ce qu'ils veulent et tant que ça sort les bonnes choses, nous, on n'y voit que du feu. Le seul vraie action qu'ils ont entrepris depuis, c'est ils ont lancé une campagne gratuite, heureusement, de restauration des données, déjà. Alors par contre, ce sera pas miracle, il y a peu de chances de récupérer 100% des données et voilà, si vous risquez de perdre tout de même des choses, mais c'est déjà un début et c'est un peu le minimum, parce que c'est quand même assez problématique. Même si on ne sait pas vraiment quels sont les critères pour adhérer à ce programme. Et le deuxième truc, c'est que voilà, visiblement, ils ont fait un geste commercial pour avoir une mise à niveau vers les modèles d'au-dessus, qui s'appellent du coup l'ENAS MyCloud. Et, on ne sait pas exactement à combien, mais en gros, ils incitent à passer au modèle de gamme supérieure. J'imagine avec un geste commercial, ça aurait été encore mieux de le faire sans frais pour l'utilisateur qui a quand même perdu ses données. Voilà. Mais c'est le début d'une réponse. Pour moi, c'est clairement pas suffisant, mais d'un autre côté, c'est très compliqué de mettre une valeur sur des données. Voilà, c'est très personnel et suivant l'utilité et l'utilisation de ces données, ça peut soit ne rien valoir comme valoir potentiellement des millions en réalité. Donc, toujours très compliqué et ça reste un très 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 gros coup dur pour Western Digital et pour la confiance des utilisateurs en cette marque, surtout en ce qui concerne les NAS. Parce que là, ça montre quand même une vraie grosse faille de sécurité. Que ça soit un bug ou pas, que ça soit une action malveillante ou pas, ça montre des problèmes qui ne sont pas acceptables dans ce genre de matériel. Donc voilà, l'affaire continue et j'espère que c'est pas trop grave, même si perdre des données, ça peut vite être très grave. Tout dépend des données que vous stockez. Comme souvent, le meilleur conseil qu'on puisse donner quand vous avez des données sensibles que vous voulez absolument ne pas perdre, c'est de les stocker plusieurs fois sur différents supports. Comme ça, vous avez zéro problème, même si vous avez un support qui
qui est défaillant, vous avez encore des copies sur d'autres supports et avec différents moyens sur du cloud, sur du disque dur, ce genre de truc. Histoire d'être sûr, il vaut mieux multiplier sauvegarde, il vaut mieux assurer ses arrières parce que on peut vite avoir des problèmes avec les données numériques, hein, malheureusement. À part quand vous avez un support externe que du coup vous protégez très bien et tout, sinon on peut vite avoir des problèmes. On continue avec de la DDR5 et des premiers kits qui commencent à jouer un peu sur les perfs. Pour l'instant, on nous a annoncé, en vrai, on nous a annoncé monts et merveilles pour cette DDR5. On nous a annoncé déjà premier point des barrettes qui pourraient être plus grande capacité que ce à quoi on est limité aujourd'hui avec la DDR4. Aujourd'hui, on est limité à 32 Go de mémoire par barrette. Alors oui, après, on peut multiplier barrette, bien sûr, mais au maximum, on sera limité à 32 fois le nombre de slots de barrettes de mémoire que vous avez. Et pour la DDR5, on nous a parlé d'avoir des barrettes qui feraient 128 Go de mémoire par barrette. Donc voilà, le gain, il est juste x4, hein, c'est aussi simple que ça, sur le même type de plateforme en termes de place, ce qui est assez insane. Pour l'instant, on ne les voit toujours pas débarquer, ces fameuses barrettes grande capacité. Ici, on a des barrettes qui feront 16 ou 32 Go. Donc voilà, un très classique, ce qui se fait à l'heure actuelle en termes de barrettes DDR4. Par contre, en termes de fréquence, encore une fois, on nous a vendu du rêve. On sait que ça commence à 4800 MHz, ce qui est déjà pas mal par rapport à la base, à la norme de la DDR4. Mais on nous a parlé de kits qui pourraient monter jusqu'à 10 000 MHz pour les kits plus haute performance, plus haute fréquence. Des kits qui vaudraient une blinde, bien sûr. Et pour l'instant, on n'a pas trop vu ça. On a surtout vu des kits à 4800 MHz, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui est peu pour de la DDR5. Et là on commence à avoir des trucs intéressants. On nous dit que ces kits-là, du coup, en 16 ou 32 Go par barrette, aura des versions qui monteront jusqu'à 7200 MHz, ce qui est pour le coup déjà très impressionnant par rapport à la DDR4. En termes de visuel, on réinvente pas la roue, on est sur du visuel de barrette de RAM, hein. Là-dessus, ça ne va pas changer grand-chose. On a un petit dissipateur plutôt soigné, en blanc, finition alu, un petit peu de RGB, mais pas trop, ça paraît pas mal, hein. Donc voilà, à voir, on n'a pas de prix, et de toute façon, pour le moment, on n'a pas de matériel pas de carte mère et de processeur compatible. Donc le prix, on s'en fiche un peu, vu qu'on ne peut pas s'en servir. Mais c'est intéressant et on voit petit à petit débarquer les trucs un peu plus haut de gamme qui vont chercher un peu plus les perfs plutôt que rester sur le traditionnel. Le traditionnel, ce sera des barrettes à 4800 MHz qui sera la norme basse de la DDR5 pour les PC de bureau. Donc voilà, c'est intéressant. La DDR5, ce sera normalement fin d'année. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne d'un point de vue gap de performance. Parce que c'est surtout ça, hein, qui nous intéresse, voir le gain qu'on a entre de la DDR4 et de la DDR5. Est-ce que on justifie vraiment le changement de génération ou si il y a une grosse part de marketing dans le coup? Normalement non. Normalement le gain de performance sera vraiment présent, mais on attend les premiers tests pour le savoir réellement. On continue avec une solution de stockage, pour le coup, ultra haut de gamme et vraiment pas destiné à tout le monde, mais sur le papier, c'est stylé. On est chez Aorus, gamme premium 2 GB, et on nous présente le Extreme 32 Tera Gen 4 AIC SSD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, c'est un nom trop long, déjà. Premier point qui est assez important parce que personne ne va jamais dire ce nom. Voilà, premier point. Deuxième point, ça ressemble un peu à une carte graphique. Mais ça ne sert pas du tout à jouer à des jeux vidéo. Mais alors, pas du tout. Pourtant, ça a la même connectique qu'une carte graphique. On est bien sur un port PCI Express avec 16 broches. Ici, PCI Express
Gen 4, donc dernière génération à l'heure actuelle. Et l'intérêt de ce truc, c'est de mettre plein de petits SSD format M2 à l'intérieur, des petits SSD qui coûtent une blinde et qui ont des débits de fou, pour ensuite avoir un espace de stockage supplémentaire, pouvant accueillir jusqu'à 4 SSD M2 pour une somme de stockage total de 32 Tera maximum. Tout ça avec possibilité de faire un fonctionnement en RAID 0 pour réunir le tout et atteindre des débits jusqu'à 28 gigaoctets secondes en lecture et 26,5 gigaoctets secondes en écriture, ce qui est juste hallucinant. Qui a besoin d'avoir des débits aussi élevés? Pas grand monde, mais c'est assez fou. En réalité, c'est stylé, mais c'est clairement pas destiné à tout le monde. Déjà il faut en avoir besoin, déjà, parce que du coup, faut ne pas avoir assez de slots M2 sur sa carte mère pour se dire il m'en faut 4 supplémentaires, sachant que maintenant sur les cartes mères on a quand même assez vite au moins 2 slots M2 qui permet déjà d'avoir un gros stockage en M2 à des débits très intéressants. Le deuxième point, il faut la place, parce que du coup ça vous prend un slot PCI Express 16 lignes et aussi voilà, de la place dans votre boîtier, parce que ça fait quand même en longueur la taille d'une carte graphique. En épaisseur, c'est pas très épais, mais faudra quand même le caler et avoir l'emplacement sur votre carte mère. Et le dernier point, c'est que on n'a pas le prix, mais ça va coûter une blinde. Je suis allé voir, me renseigner vite fait pour savoir, par exemple, on nous dit que dans cette carte, on a 4 SSD M2 qui sont des Aorus Gen 4 7000S. Je suis allé voir un peu le prix du Aorus Gen 4 7000S pour me dire, voilà, si on veut y caler 32 Tera, combien ça coûte. Le prix du Tera, du SSD 1 Tera Aorus Gen 4 7000S est entre 250 et 300 euros. Donc vous multipliez par 32 pour avoir le prix de la carte, plus un petit bonus parce qu'il faut bien payer la carte. En plus de ça, ça nécessite, comme votre carte graphique, une alimentation, en plus un connecteur 8 pins d'alimentation, parce que tout ça consomme. Alors oui, après, par contre, une fois cet investissement fait, qui est juste astronomique, après vous n'êtes pas obligé de mettre 32 Tera non plus, mais à vous de choisir. 4 Tera, ça fait 4 fois 250, hein, ça fait que 1000 euros. Seulement 1000 euros pour du stockage, à vous de voir. Donc ça demande beaucoup de choses, c'est clairement pas destiné à grand monde, à part des gens qui ont besoin d'énormément de stockage, de grands volumes et de débit vraiment important, donc pour traiter, je sais pas, des images en très haute résolution ou de la vidéo en très haute résolution. Là peut-être que pour certains usages pro, on peut y voir un intérêt énorme. Pour le commun des mortels, vous n'avez pas besoin de ça. C'est stylé, hein, c'est stylé en vrai, mais ça coûte une blinde. C'est très performant, la carte est très bien étudiée avec plein de sondes de température pour réguler en permanence. On voit, on a un bon refroidissement, radiateur plus 2 ventilateurs, tout ça. On n'a pas le prix, mais vaut mieux. Très bonne solution technologique. Après, en termes de prix, pas pour tout le monde. À vous de voir si vous avez ce genre de budget et ce genre de besoin. Ça peut être pour vous. Juste moi non. C'est tout. On continue avec des écrans et d'abord MSI qui nous annonce le classique 2021, l'écran 1440p 165 Hz, disponible en deux versions, 32 pouces et 27 pouces. Et en vrai, j'ai à peine besoin d'aller plus loin. Ça ressemble un peu au Samsung G7, effectivement. On est bien sûr sur une dalle incurvée, une dalle VA. Très beau pied. Moi j'adore, je trouve très bon goût le pied. Mais sinon on est clairement dans ce qu'on a vu tout au long de l'année, ces fameux écrans 1440p. Donc voilà, on fait assez peu de compromis. On va pas chercher la 4K parce que ça coûte très cher. Mais on va quand même chercher une résolution plus élevée que le Full HD. Ici 1440p. On va chercher un haut taux de rafraîchissement ici 165 Hz. Donc les fameux 144 Hz overclockés à 165. Et du coup, on permet
du gaming avec une belle image, une haute résolution, sans avoir la 4K, mais du coup la 4K il faut aussi la machine pour, donc ça revient vite très cher. Et aussi le gaming compétitif avec ses 144 Hz ou plus, ici 165. Donc très très classique en termes de design. Moi je vous en parle, mais en vrai ne m'écoutez pas parce que moi j'adore MSI, donc moi j'aime beaucoup. Après ça sera à vous de juger. On a le classique borderless sur 3 bords et le seul bord un peu plus épais qui est en bas. Très classique, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le pied. Et sinon, voilà, en termes de connectique, tout ce qu'on a de plus classique avec un hub USB, USB type C et USB 2.0. Un arrière avec un peu de RGB légèrement. Malheureusement, on n'a pas le prix. C'est le truc que j'aurais vraiment aimé avoir. Savoir à combien le 27 pouces. Le 32 risque d'être un peu cher, comme tous les 32 pouces. Mais à savoir combien vaut le 27 pouces. On n'a pas l'info. Mais assez intéressant. Et totalement dans la veine de ce qu'on a vu débarquer cette année. Ici, les Artemis, du coup. Artemis, c'était déjà pris, vous pensez? Artemis 32 et 27 pouces. Des très bons écrans, aucun problème là-dessus. Le reste dépendra surtout du prix. Oui. Et ensuite, écran du futur chez Acer. Avec un écran qui refait parler de lui. On avait déjà un peu parlé. On n'a toujours pas de vraies informations solides. Mais il semblerait que Acer est dans les cartons un petit écran 390 Hz. Du coup, on abandonne le 144 Hz overclocké et on passe au 360 Hz overclocké. Let's go. Yo Draxi. Et voilà, on propose, je sais pas s'il y a plus à l'heure actuelle. Je sais qu'il y a des 360 Hz qui commencent à arriver. À peu près chaque marque veut son 360 Hz et c'est plus vraiment une grosse nouveauté. Même si on est encore, c'est encore un peu du tâtonnement, hein, le 360 Hz. Là où le 240 est bien, est calé et tout, aucun problème. 360, c'est encore un peu du tâtonnement. Et en plus, on arrive dans le moment où il faut quand même fournir à l'écran suffisamment d'images pour rentabiliser ce haut taux de rafraîchissement. Parce que si votre écran est 390 Hz, mais que votre carte graphique lâche pas plus de 120 ou 150 images par seconde, l'intérêt est quand même sacrément moindre. Donc atteindre les plus de 390 images par seconde ou plus, on arrive dans des configs qui commencent à effectivement être très performantes, mais aussi coûter très très cher, donc vraiment pas pour tout le monde. Et en plus, le public visé par ces écrans à très haut taux de rafraîchissement, c'est le gaming compétitif, notamment les fast FPS, qui pour les joueurs les plus performants vont vraiment aller jouer sur chaque frame et la moindre milliseconde sera importante. Et pour eux, il leur faut effectivement avoir beaucoup d'images, c'est important, et un haut taux de rafraîchissement aussi, mais il faut aussi quelque chose qui soit stable à 100% et qui ne pose aucun problème. Donc il faut que la technologie soit rodée, ce qui est encore à peine le cas pour le 360 Hz. Donc le 390, j'en parle même pas, même si au final ça reste du 360 overclocké. En termes de prix, on pourrait penser que ça coûte une blinde. Et en vrai, on nous l'annonce à 690 €. C'est une blinde, oui, mais pour des caractéristiques qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. Est-ce que c'est si cher que ça? Encore une fois, s'ils sont les seuls à faire ça, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent. Petite pensée à Apple qui a longtemps été dans ce cas-là et qui a mis les prix qu'ils voulaient parce qu'ils étaient seuls à faire leur truc. Donc voilà, quand on est les premiers, on peut se permettre de faire ce qu'on veut avec le prix, avec le marketing et avec ce qu'on promet. Une fois qu'il y a de la concurrence, c'est une autre histoire parce qu'il faut prouver qu'on est au moins aussi bon que les autres, voire meilleur. Et là c'est une autre histoire. Donc faudra essayer, hein, mais en vrai, moi je suis pas encore très chaud à conseiller du 390 Hz, même du 360. Je trouve que déjà aller chercher du bon 240 de qualité, c'est largement suffisant et c'est déjà assez cher.
Donc à vous de voir, de voir en fonction de déjà de votre config, et de vos besoins, de votre utilisation. Mais c'est un peu dur de recommander ce genre d'écran, même du 360. Oui, bien sûr, 144, 165, même 240, carrément. Et effectivement, rien à voir avec du 60 ou du 75, clairement. Mais atteint un certain niveau, encore une fois, au-delà de 240, je dis pas que 360 ça sert à rien, je dis juste que l'utilité est moindre. Et en plus, voilà, il y aura beaucoup de gens qui verront même pas la diff. Il y a ça aussi. Il y aura beaucoup de gens qui ne verront pas la différence. Donc il faut aussi voir si vous êtes sensible à ça. Mais effectivement, quand vous avez commencé à être au-dessus à 144 ou plus, quand vous repassez sur du 60, ça devient déjà compliqué, mais jouer en dessous de 60, c'est juste plus possible. C'est juste plus possible. Et je sais pas si vos yeux vous remercieront, mais vous verrez, une fois qu'on a passé à mieux, c'est dur de revenir en arrière, clairement. On continue avec notre petite partie promo sol, bon plan. On commence avec des disques durs et c'est bien parce que vous avez le choix. C'est les soldes, mais vous avez le choix. Le premier, ici, SSD SATA 1 Tera. Donc SATA, on est sur du 500 émossecondes, un peu plus, de chez Crucial, 90 €. Donc voilà, 1 Tera de SSD, du coup format 2,5 pouces, hein, donc pas du M2. Du débit mieux que du disque dur, mais clairement pas au niveau du NVMe. Ça dépanne quand même plutôt bien et c'est quand même des supports de stockage plutôt intéressants. Et du coup, si vous préférez autre chose que Crucial, on a aussi le Samsung. Même bail, même format, même genre de débit, même prix. Donc c'est vraiment au choix, Crucial ou Samsung, le SSD SATA 1 Tera à 90 €. C'est pas les moins chers qu'on ait vus, mais en termes de qualité, on est sûr, et en termes de prix, c'est plutôt correct. Ensuite, on a du PC portable à ne plus savoir qu'en faire. Vraiment, c'est là-dessus qu'il y a le plus de promos, hein. Il y a vraiment beaucoup de promos sur les PC portables et même sur les trucs dernière génération, et ça, c'est assez intéressant. On commence avec quelque chose qui n'est pas dernière génération, justement. Un Asus 17 pouces équipé d'un écran Full HD 144 Hz, une carte graphique Nvidia 2070, un Core i7 10e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD NVMe et pas d'OS pour grappiller sur le prix. Ici, on est à 1250 €. Alors, on n'a pas une carte graphique dernière génération, on n'a pas un processeur non plus dernière génération, mais du coup, ça permet d'avoir une 70, une série 20 malheureusement, mais une 70, et un i7 pour 1250 €. Assez peu de compromis, juste peut-être le petit point noir, c'est qu'il fait 17 pouces, hein, c'est gros 17 pouces, même si on voit que dans son design, on a quand même un souci de finesse et de portabilité. Du coup, on sera peut-être pas avec le maximum des perfs, mais on sera pas sur un PC très très lourd. Est-ce que ça vaut son prix? Alors, dans l'absolu, totalement théorique, c'est peut-être un peu cher. Dans la réalité du marché actuel de l'informatique, ça vaut son prix, totalement. Une carte 2070 fait encore très très bien l'affaire, surtout pour du Full HD 144 Hz. Elle fera tout tourner et quasiment tout avec au moins les 144 images par seconde. Donc c'est une config plutôt très équilibrée en faisant des concessions un peu entre performance et portabilité. Voilà, on a un grand format qui n'est pas trop lourd, pas trop épais, mais du coup on fera un peu de compromis en termes de performance. Je trouve que ça vaut son prix. Après c'est un choix, c'est un choix, et en fait on parle d'un PC portable. Il faut aussi avoir ça en tête. On ne peut pas comparer un PC portable et un PC fixe. Ça n'a rien à voir en termes de performance. Et les contraintes ne sont pas du tout les mêmes. Donc oui, je trouve que ça vaut son prix. On continue avec un autre PC portable ici, un peu plus haut de gamme. On reste sur du 17 pouces, on passe chez MSI. On reste sur du i7 10e génération, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD NVMe. La différence, c'est qu'on a une 3070
Et là, du coup, ça devient très cher. On a en plus Windows qu'on paye comme d'habitude très cher, donc on se retrouve à 1800 euros. C'est une des promos qui a été beaucoup mis en avant aujourd'hui. Et là, par exemple, je le trouve cher. Je le trouve cher. Les gens qui cherchent une 3070, ça peut les intéresser, mais je trouve que ça coûte vraiment trop cher. Après, la réalité, c'est que les PC portables équipés de 3070, en général, sont à des prix très élevés. Et c'est la réalité du marché. Donc ça peut intéresser des gens qui sont absolument à la recherche d'une 3070. Encore une fois, on est sur un écran Full HD 144 Hz, ce qui est en vrai une 3070 pour du Full HD 144 Hz, c'est de l'overkill. Donc ça peut aussi vous permettre d'avoir un petit écran peut-être un peu plus haute résolution à côté pour kiffer du jeu solo. Encore une fois, est-ce que je conseille ou pas? Moi personnellement, je ne l'achèterai pas, mais moi personnellement, j'achèterai jamais un PC portable gaming parce que par rapport à une tour, ça n'a rien à voir. Mais pour quelqu'un qui recherche un PC portable gaming haute performance, ça reste dans des prix du marché et ça reste la réalité du marché. Donc, personnellement, je ne l'achèterai pas, mais pour quelqu'un qui recherche un PC portable gaming haute performance, ça peut être intéressant. C'est un prix qui est légèrement en dessous de ce qui peut se proposer pour une 3070. Et 3070 se font payer très cher, ce que je ne conçois pas tout le temps, mais sont payés très cher. Donc ça dépend de ce que vous recherchez. De toute façon, tout ça dépend toujours de ce que vous recherchez. Il y a des choses dont moi je vois pas l'intérêt, mais quelqu'un qui y voit trouvera que le prix est justifié. C'est toujours ça aussi. Merci pour le follow Draxi, ça fait plaisir de montrer son soutien comme ça. On continue dans quelque chose qui n'a rien à voir. Là, on est dans un tout petit prix et celui-là, pareil. Moi, personnellement, je recommande aucun PC portable gaming. Mais là, il y a des gens qui vont trouver un intérêt énorme. On est sur un PC à 650 euros, on change totalement de prix. On passe de 1800 à 650. On est toujours chez MSI. 15 pouces, écran Full HD 144 Hz. Un i5 10e génération, on passe à seulement 8 Go de RAM, oui. On garde les 512 Go de SSD NVMe. Et on a, en termes de carte graphique, une GTX 1650 Max-Q. On n'a pas d'OS, comme ça permet de grappiller un petit peu sur le prix et ça nous régale. C'est bon, installer un Windows, c'est pas si dur que ça. Et du coup, on a un PC très abordable. Alors oui, là, peut-être que la 1650, elle aura du mal à aller chercher les 144 images par seconde. Il faudra aller jouer sur vos graphismes. Mais plein de gens ont cette recherche d'un PC portable pas trop cher, qui peut faire un peu de gaming, qui peut aussi servir d'un point de vue pro. Et du coup, ils peuvent y trouver leur intérêt. Alors que moi, perso, il ne m'intéresse pas du tout ce PC portable. Mais pourtant, pour plein de gens, il est intéressant. Donc, il faut comprendre que suivant ce qu'on recherche et suivant ce qu'on a besoin, les intérêts sont pas les mêmes. Et si je prenais que mes intérêts à moi, je ne traiterais même pas des PC portables. Parce que pour moi qui ai la place d'avoir un PC fixe, ma tour, avec ma grosse carte graphique, elle est bien mieux. Elle est bien mieux. Même si à l'heure actuelle, les cartes graphiques, c'est compliqué. Mais il est quand même très intéressant. 650 euros, c'est quand même un prix très correct pour cette config qui n'a pas grand chose à envier à des grosses configs à part la carte graphique. Sinon, on a quand même un i5 10e génération, ce qui sera en général très suffisant. Vous avez que 8 Go de RAM, mais vous pouvez rajouter une petite barrette pour passer à 16, pour être bien quand même pour le jeu vidéo. Et la 1650 fera le taf pour du jeu basique. Après, effectivement, si vous voulez jouer à Cyberpunk à plus de 144 images par seconde, il faudra vous lever sacrément tôt. Mais un prix intéressant. Pour le coup, on continue avec quelque chose qui n'a rien à voir. Et celui-là, c'est le haut du panier, le très haut de gamme. On est à un prix insane. Moi, par exemple, jamais je conçois mettre aussi cher dans un PC portable. Mais certains qui n'ont pas vraiment le choix entre PC fixe et qui ont besoin d'une seule plateforme très performante, ça peut les intéresser. On est ici sur un PC 15 pouces, Full HD 300 Hz.
Voilà, 300. Une 3080, histoire d'être bien. 32 Go de RAM, bah ouais, hein, avec une 3080 et à ce prix-là, on veut bien les 32 Go de RAM. Un Ryzen 9 dernière génération, le 5900HX, donc ça aussi, ça dépote. SSD NVMe d'1 Tera, bah oui, il faut au moins ça. Et le petit Windows 10, j'espère bien qu'il est pas sans OS à quasiment 2900 €. Donc voilà, ça c'est les monstres dernière génération, processeur AMD dernière génération dans les plus performants, carte graphique Nvidia, plus gros modèle qu'on trouve sur plateforme mobile. Donc voilà, hein, si vous voulez pas faire de compromis et que vous n'avez pas vraiment de limite sur votre budget, prenez ça, vous serez bien. En plus, on est sur du Asus, hein, bonne finition, bo- bonne qualité et on n'est pas sur un design trop agressif, trop gaming. Ça reste, j'imagine qu'on peut enlever un peu le RGB, tout ça, et ça reste correct. On a quand même le ROG, hein. On veut avoir le ROG pour quasiment 3000 €, on veut avoir le ROG. Donc voilà ma petite select pour aujourd'hui. J'espère que certains auront trouvé leur bonheur. J'ai essayé de faire un peu pour tout le monde, même si c'est toujours difficile. Et de toute façon, le mieux, hein, c'est si vous avez une envie précise, c'est d'attendre. En ce moment, il y a quand même régulièrement des promos sur les PC portables, donc vous risquez de trouver votre bonheur pendant les soldes. Surtout si vous cherchez un PC portable, les autres composants, c'est un peu plus compliqué. On finit avec la partie carte graphique rapidement. D'abord, on va parler du FSR et un peu indirectement, on sait que le FSR a été sorti avec un esprit un peu open source en laissant l'accessibilité à tout le monde de s'approprier la technologie et de l'adapter à son matériel, à son utilisation. Et du coup, certains l'ont fait pour GTA V, du coup via un mod. Et voilà, apparemment, c'est assez ouf. Et on va pas en parler très longtemps, mais moi, c'est vraiment le truc que je trouve vraiment incroyable dans ce FSR. Alors oui, en termes de performance, on va avoir du mal à aller au niveau du DLSS qui, lui, s'appuie sur du matériel dédié. Dans tous les cas, quand on s'appuie sur du matériel dédié et optimisé pour, et bah, c'est plus simple. En plus de ça, il y a la petite magie de l'IA qui nous rend plus vrai que vrai l'image. Donc voilà, le DLSS est vraiment à un haut niveau. Mais le FSR, le gros avantage, c'est que tout le monde peut récupérer cette solution technologique, l'adapter à son matériel et l'optimiser à n'importe, enfin l'ajouter et l'optimiser à n'importe quel jeu ou soft. Et ça, c'est quand même assez fou. Imaginez un monde futur où vous avez du coup du FSR ou équivalent sur tous vos appareils, que ce soit téléphone, télé, console, PC. Ce serait un moyen quand même d'avoir en plus un choix paramétrable entre fluidité et qualité, et tout ça dans un esprit de rendre la tâche plus simple à votre machine. Donc c'est quand même fou, et les gens peuvent se l'approprier, donc j'espère que beaucoup de gens s'y intéresseront et feront des trucs incroyables grâce à ça. Par contre, en termes de performance, arriver au niveau du DLSS, ça va être compliqué à mon avis. À voir, hein, peut-être qu'ils peuvent trouver des solutions miracles, hein. Je sais que les ingénieurs d'AMD sont très forts, donc à eux de me surprendre, mais je trouve que c'est vraiment cette ouverture de la technologie qui est vraiment très intéressante, là où chez Nvidia, pas du tout, vu que c'est matériel dédié, fait par Nvidia, donc tant qu'on n'a pas ça, c'est plus compliqué. On va quand même parler rapidement du DLSS qui a visiblement décidé de communiquer plus que faire des trucs pour l'instant. Ils veulent ajouter une nouvelle option sur le DLSS qui serait du coup l'Ultra Quality, là où jusqu'à maintenant on a au maximum le Quality. L'idée est d'aller batailler un peu avec le FSR en montrant que le DLSS fait mieux. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. Là où le FSR a mis beaucoup plus de paramètres différents, enfin de profils différents de qualité et de fluidité, le DLSS en a moins. Et je pense qu'ils veulent aller montrer que voilà, si ils sacrifient vraiment un maximum de performance pour la qualité, ils sont capables d'atteindre un niveau assez ouf.
même si on a un peu de mal à voir où ils veulent en venir, vu que déjà quand on voit la qualité du DLSS en mode qualité, euh, on a l'impression que c'est la résolution native et qu'il n'y a pas eu d'upscale. Donc comment ils peuvent faire mieux, on ne sait pas trop, mais visiblement ils veulent faire mieux. Et c'est un mélange entre vrai, vrai peaufinement technologique et coût marketing pour vraiment faire parler d'eux alors que tout le monde parle du FSR d'AMD. Donc à voir, dans tous les cas, le FSR d'AMD va rayonner énormément, surtout grâce à sa compatibilité sur les consoles nouvelle génération. Il y a un jour où il faudra qu'on arrête de dire console nouvelle génération. Je sais pas quand ce sera, mais quand il y aura des jeux dessus peut-être. Désolé, désolé. Donc voilà, plus un coup de com, à voir quand on aura vraiment accès à des images et des tests. On finit du coup sur les cartes graphiques. Tout d'abord, petit visu sur la 6600 XT qu'on attend avec impatience du côté d'AMD, hein. Euh, la dernière sortie du côté d'AMD, c'est la 6700 XT qui est en ce moment aux alentours de, au moins cher vers les 900 et ça monte jusqu'à 1050, ce qui est trop cher. Donc on attend les moins chers. Ici, la 6600 XT qui ressemble beaucoup aux autres, sauf qu'elle a un seul ventilateur. Elle est un peu moins épaisse. Et voilà, hein, surtout ce qu'on attend, c'est les benchmarks. Pas trop les visuels, mais sinon en MBA, donc en Made by AMD, elle ressemble aux autres MBA avec seulement un ventilateur à la place de deux. Voilà. Petit point aussi sur les dernières sorties côté Nvidia. On a d'abord la 3070 Ti qui du coup se négocie en ce moment à partir de 979 euros avec bien sûr, on rappelle le prix de vente conseillé et le prix des Founders Edition 619 euros. Donc on est assez loin tout de même. Et bien sûr, on a des modèles là jusqu'à 1029, mais on en a vu des plus chers hein, déjà. On a déjà vu des plus chers. On a aussi la 3081, l'autre dernière née de Nvidia. Et là, à partir de 1669 euros pour la Gigabyte, une carte qui était censée être à partir de 1200. Donc voilà, encore une fois, on est à un plus 30% sur le premier prix. Ça fait mal, bien sûr, mais ça fait encore plus mal de voir que certaines atteignent quasiment les 2000 euros pour ces 3080 Ti qui sont en plus bridées d'usines pour miner de la crypto-monnaie, donc qui ne vont pas intéresser les mineurs. Et du coup, là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on peut acheter et à quel prix? On peut acheter pour le moins cher en carte graphique gaming une 2060 de chez Asus à seulement 500 euros. Seulement. Ouais. Donc voilà, hein, toujours très très compliqué les secteurs entrée de gamme, même milieu de gamme, vu qu'on voit que la deuxième carte qu'on peut acheter pour du gaming, c'est une 6700 XT Power Color et là on passe direct à 870 euros. Donc on est très vite, très très vite à 1000 euros. On a seulement 3 cartes en dessous des 1000 euros et encore je suis sympa, je considère que celle-là elle est en dessous des 1000 euros pour 1 centime. Donc, donc voilà, un plus de 3070 Ti vraiment en dessous de 1000 euros, celle-là à partir de 1000 euros. Toujours, toujours assez compliqué, toujours des cartes qui sont très chères, certaines qui ne descendent pas assez vite. Cette carte-là, notamment la ASRock 6700 XT qui est à 1050, qui a déjà été au plus fort à 1250, mais qui est encore au-dessus des 1000 euros pour une 6700 XT, c'est trop cher. Et après, on a des cartes un peu spéciales, du genre 7 3080, qui est la seule 3080 régulièrement en stock, qui reste en stock plutôt. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est à 1600 euros pour une 3080, déjà. Et en plus, parce que c'est une édition Gundam, donc une édition c'est une édition collab, et un peu édition, un peu genre édition limitée, mais sans vraiment l'être, donc un peu une place spéciale et un prix très élevé. Je ne justifie pas le prix, hein, j'explique juste pourquoi. N'achetez pas cette carte, sauf si vous êtes ultra fan Gundam. Et 3080 Ti à partir de 1680 euros, comme on s'y attendait. La moins chère des 6900 XT, toujours la même, la Saphir Nitro Plus à 1770. Et la moins chère des 3090, attention, attention, c'est la, non, la KFA2 à 2200. En réalité, on en a des bien plus chères et la plus chère, on connaît, c'est toujours la Gundam, hein.
La 3090 de chez Asus Gundam Edition à 2900, encore une fois des cartes qui ont un peu un statut particulier parce que collab, un peu édition limitée. En aucun cas, en termes de performance, ça justifie les 2900 euros, en aucun cas. Donc si vous cherchez juste des performances, n'achetez pas ces cartes. D'ailleurs, si vous recherchez juste des performances à l'heure actuelle et que vous n'êtes pas obligé d'acheter une carte graphique, attendez, parce que c'est toujours et encore bien trop cher, même sur le haut de gamme. Mais vous voyez encore une fois que on est sur des segments haut de gamme et ultra haut de gamme plutôt très fournis. Et plus on descend en prix, moins on a de références. Pourquoi? Pas forcément parce qu'on en produit moins, mais surtout parce que les gens sont bien plus intéressés par des cartes qui coûtent moins de 1000 euros que par des cartes qui en coûtent plus de 2000. Et du coup, elles partent bien plus vite. Souvent c'est les modèles 3060, 3060 Ti et 3070 qui s'en vont très rapidement et qui restent très peu en stock, alors que les autres qui coûtent très cher restent plus longtemps parce que moins de gens sont prêts à débourser des sommes pareilles dans une carte graphique. Ah, le portefeuille, les yeux aussi, hein, les yeux saignent beaucoup, hein, mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelques semaines, on avait déjà des prix plus élevés et on n'avait même pas de carte en dessous des 1000 euros, par exemple. Donc, il y a déjà du mieux. Ça s'améliore. Petit à petit, les prix vont redescendre. Ça va prendre du temps. Et le problème, c'est aussi la forte demande qui maintient ces prix aussi élevés. Si les gens s'était fait une raison et était décidé à attendre le retour des prix normal et que personne n'achetait des cartes à des prix aussi insane, peut-être que la baisse des prix serait fait un peu plus réactive. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on conclut le point actu hardware du jour là-dessus. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours pour m'aider à progresser parce que voilà, c'est pas un exercice facile et je suis sûr que je peux améliorer des choses. Sinon, je vous donne rendez-vous demain. Demain, le dernier avant l'été, avant les vacances, même s'il y aura peut-être des petits points actu hardware ponctuels, hein, s'il y a des trucs intéressants, j'enlèverai juste cette quotidienne parce qu'il y a aussi moins d'actualité et le but c'est pas de broder sur de l'actualité inexistante. C'est 18 heures pour le point actu hardware. Enfin 18 heures plus mon retard. Donc en gros 18h10 plutôt. Euh, voilà, on se retrouve demain pour la suite de l'actu et moi je vais aller sur Trackmania parce que c'est l'heure. Merci d'avoir regardé et à demain.